Yves Saint Laurent Beauté présente Désir, un podcast qui fait résonner les voix des femmes qui expriment leur audace, transgressent les codes et assouvissent leurs désirs. Des femmes qui revendiquent une vision assumée de leur féminité. Parce que la beauté Yves Saint Laurent est une déclaration d'indépendance radicale, sans compromis. Écoutez leur voix. Le plaisir, beaucoup de chaleur, beaucoup de... Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville. Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamisé, c'est bien. Le matin, en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. Avez-vous déjà été prise d'un désir fou de danser, bondir de sa chaise, se déhancher, exulter dans une transe libératrice, sentir pulser en soi le swing de la vie? Depuis longtemps, pour les femmes, la danse est un puissant moyen d'émancipation. Danser donne-t-il corps au féminisme? Et de quelle façon? Je suis Dalila Kershouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, c'est la danseuse et chorégraphe espagnole Blanca Lee qui danse avec nous, avec les mots, avec l'amour. C'est une dancing queen inclassable. Elle a dirigé Beyoncé, dansé avec les Daft Punk ou encore chorégraphié les films de Pedro Almodóvar. Elle a fait swinger les mannequins de Stella McCartney ou de Jean-Paul Gaultier. À travers ses spectacles, au fond, elle a exploré la féminité dans toutes ses dimensions, à la fois mythologique et numérique, glamour et androgyne, urbaine et primitive, disciplinée et sauvage. Bonjour Blanca Lee. Bonjour. Vous êtes née à Grenade, en Espagne, dans une grande famille de 7 frères et sœurs. Ça dansait comment à la maison, Blanca? Ça dansait beaucoup parce que, on était en Andalousie et qu'en Andalousie, on a beaucoup l'habitude de faire vraiment la fête. Et quand on fait la fête, ça veut dire on danse. Et les femmes de votre famille, elles dansaient quoi? On danse tout, on danse la musique comme tout le monde. Et si on met la musique qu'on aime, on va danser. Mais quand j'étais petite, on dansait, on chantait beaucoup les chansons un peu populaires, les flamencos, des choses comme ça qui sont un peu dans la culture aussi andalouse. Votre mère, quel type de féminité elle vous offrait à travers la danse? Ma mère était une femme elle m'a toujours dit qu'elle aurait aimé être danseuse, même si elle l'a jamais fait. Mais elle aimait beaucoup bouger, elle aimait beaucoup ces moments justement où on pouvait exprimer la joie avec les corps. Et quand je lui ai dit que je voulais être danseuse, elle était très contente, elle aimait beaucoup ça. Et quelque part, moi, comme j'ai dansé beaucoup et que j'ai devenu professionnelle, elle me demandait tout le temps de danser pour la famille. Donc, le plus que j'ai grandissé, le plus qu'on me demandait de danser aussi autant que danseuse, pour montrer à la famille qu'est-ce que je savais faire. Et ça, c'était très drôle. L'Andalousie, c'est aussi le berceau du flamenco. C'est une danse de puissance et de sensualité. De quelle façon cette énergie, est-ce qu'elle a traversé la petite fille que vous étiez? Moi, la danse, pour moi, c'était depuis toute petite un besoin. C'était quelque chose qui était avec moi. Je ne pouvais pas me séparer et je savais que ma vie allait être la danse. J'ai su ça très, très rapidement et c'est pour ça que mon corps était quelque chose de très présent depuis que j'étais petite et les mouvements et la musique, c'était ma deuxième nature. L'adolescence, Blanca, c'est aussi l'éveil de la sensualité, les premiers émois. Est-ce que vous dansiez à 15 ans pour draguer, par exemple? Non, parce que déjà, comme j'étais gymnaste entre 12 ans et 15 ans, et dans la sélection nationale espagnole, donc je ne me suis pas rendu compte, mais pendant ces 3 ans, je ne grandissais pas. Donc j'avais 15 ans, mais j'avais encore une fille de 12, j'étais toute petite. Et mes copines à l'école et tout, c'était déjà grand, ça avait des gros seins, des corps, et c'était super femme. Et moi, je faisais vraiment gamine. Et jusqu'à un point où ma mère a commencé vraiment à s'inquiéter. Et à 15 ans, j'ai arrêté la gymnastique. Et c'est à ce moment-là que mon corps a développé en un an. J'ai grandi 10 cm et j'ai devenu femme vraiment entre 15 et 16 ans. La séduction, elle est arrivée plus tard alors? Oui. De quelle manière? Après, bien sûr, quand on est femme, qu'on commence à se développer, déjà il faut passer le moment où notre corps il change et qu'on ne sait pas où on est, et jusqu'à un moment où on commence à savoir qu'on a un pouvoir de séduction, non? C'est
c'est quelque chose qui arrive à un moment donné, je pense différent pour chaque personne dans sa vie. Mais c'est sûr que moi, le fait d'être danseuse, le fait d'avoir mon corps comme instrument, et m'a toujours donné beaucoup d'assurance parce que je me sentais pas belle dans le sens physique, je me voyais pas quelqu'un de belle, mais je me sentais belle autant que personne, autant que qu'énergie, non? J'avais la sensation que j'étais quelqu'un qui, à première vue, n'était pas intéressant, mais qui avait une force physique qui pouvait être intéressante. Donc, ma manière de séduire était plus, voilà, juste à travers l'énergie, les mouvements, et pas du tout avec les rouges à lèvres ou mes gros seins, parce que j'avais pas. Donc, c'est vrai que moi, je séduisais surtout par mon énergie. Mais du coup, danser, finalement, ça vous a permis de vous libérer de tous ces dictats de la beauté, de l'apparence qui pèsent beaucoup sur les adolescentes. Oui, sincèrement, ça c'est génial, parce que j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu la sensation que je devais être super maquillée ou avoir des gros talons ou des gros seins ou toutes ces choses qu'on pense qui sont si importantes. On n'est pas tellement dans cette féminité, disons, standardisée, mais dans une autre féminité. Et c'est vrai que c'est beaucoup à travers le mouvement et avec... on se sent très bien avec notre corps. Et ça te donne beaucoup d'assurance. Donc, tu te dis, c'est pas grave, j'ai pas besoin de tout le reste, non? Je pense que le sport, la danse, toutes les choses physiques sont très importantes pour te donner de l'assurance. Et quand tu te sens bien avec toi-même et bien dans ton corps, et tu es plus sûr, et donc tu as moins besoin de toutes les choses externes qui vont faire sentir, voilà, justement, que tu es plus belle, non? Blanca, vous êtes une fille de la movida espagnole. Vous démarrez votre carrière de danseuse avec le cabaret, qui était censuré sous Franco. Est-ce que l'esprit de cabaret vous a permis aussi d'exprimer des interdits, des pulsions cachées? Les cabarets, en réalité, j'ai fait beaucoup, mais pas du tout parce que j'ai décidé de faire des cabarets, mais c'est que j'avais tellement de copains drôles qui faisaient n'importe quoi, que j'ai commencé à organiser des fêtes dans lesquelles j'invitais tous mes copains à faire ce qu'ils voulaient sur scène. Et d'un coup, on appelait ça les cabarets. Et c'était vraiment des moments de grandes fêtes où tout le monde pouvait venir faire ce qu'il voulait sur scène. Et c'est drôle parce qu'on faisait aussi le flamenco. Donc, les soirées commençaient avec le flamenco. J'avais les chanteurs, les guitaristes. On faisait le flamenco très traditionnel. Et après, plus tard, les gens arrivaient. Il y avait des gens qui venaient chanter, des gens qui venaient danser, des drag queens qui venaient pour faire des numéros. Il y avait tout et tout était permis. Et c'est devenu vraiment un endroit, les bars est devenu un des endroits les plus incroyables de la post-movida, parce que c'était après la movida. Vous créez votre compagnie en 1993. Quelle place la sensualité a-t-elle dans vos créations? Peut-être la particularité que je trouve dernièrement dans mon travail et à laquelle je suis arrivée à travers les années, et je trouve ça drôle parce que je ne me suis pas rendu compte, c'est que je ne vois plus la femme et l'homme dans mon travail. Et de plus en plus, mes chorégraphies sont presque unisexes. Par exemple, dans mon dernier spectacle Solstice, et on peut remplacer sans aucun problème les rôles des hommes et des femmes. Et je pense que ça, c'est parce qu'en tant que femme aujourd'hui, je pense que les femmes et les hommes, on doit avoir l'égalité totale dans notre monde. Il faut qu'on y arrive. Et moi, je suis arrivée sur mes rencontres dans la danse. Autant les filles et les garçons, ils dansent pareil, on fait les portées, que ce soit des filles ou un garçon ou des garçons. Et je ne vois plus la différence. Et ça, je trouve fantastique. Et je voudrais que ça soit comme ça aussi dans mon monde. Qu'on ne me voit plus comme une femme ou comme un homme, qu'on me voit comme une professionnelle, comme qui je suis, qu'est-ce que je suis dans la société. C'est drôle, des fois, on te dit, qu'est-ce que c'est d'être une femme chorégraphe? Je dis, est-ce qu'on pose cette question aux hommes? Est-ce qu'on dit à un homme, qu'est-ce que c'est d'être un homme chorégraphe? On demande ça jamais aux hommes, qu'est-ce que c'est d'être un homme dans leur profession, alors qu'à nous, on nous demande toujours qu'est-ce que c'est d'être une femme dans la profession qu'on fait. C'est drôle, non? Mais voilà, je pensais à un moment où de plus en plus, il faut aller vers cette vraie égalité, non? Oui. On l'espère, on l'attend, cette égalité. Et ce qui est formidable, c'est que déjà, vous avez réussi à la créer sur scène. Oui, c'est fantastique. En 2016, au Théâtre des Champs-Élysées, vous faites aussi danser des robots. Est-ce que ça peut être sensuel, un robot? Ça ressemble à quoi, la sensualité d'un robot? J'avais fait le spectacle des robots parce qu'on était et on est dans une révolution des nouvelles technologies qui est en train de changer complètement notre monde, non? De plus en plus, c'est un monde qui se transforme
parce qu'on est en relation avec la machine de plus en plus, non? Et ces machines prennent quelque part une place très importante dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre relation avec les autres aussi. Donc j'ai fait ce spectacle parce que je me posais beaucoup de questions, je pense, encore une fois comme tout le monde, parce que mes spectacles, ce n'est que je suis qu'un citoyen comme les autres, donc je me pose des questions, mais après ça devient des spectacles, mais c'est la même question que tout le monde se pose. C'est que, wow, mon monde il change, je dépends de plus en plus de les machines, non, pour vivre, et alors ce qui va se passer, comment va être le monde de demain, non? Et c'est à travers cette réflexion que je me suis trouvé à faire ce spectacle avec les robots, et à imaginer toutes les différentes situations qui pourraient être le monde qu'on imagine demain avec ces machines qui prennent de plus en plus cette place, et qu'est-ce que ça va être, non? Et concrètement, il y a une scène dans le spectacle qui évoque justement la relation d'amour et de sexe avec les robots, qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des robots qui ont été créés justement pour tout simplement avoir des relations sexuelles. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très étrange, non? De te dire qu'un jour, au lieu de les gens aller chercher dans la prostitution, ils vont aller juste se payer un robot. Dans votre spectacle Déesse et démon, vous explorez les multiples facettes de la féminité. Et vous, Blanca, est-ce que vous vous sentez plutôt déesse ou plutôt démon? Je pense qu'on est tous déesses et démons. Les femmes, on a beaucoup de facettes différentes. Ça dépend dans quel moment de notre vie on est, mais ça dépend aussi dans quel contexte on est. Toutes les femmes, on a un côté fantastique, mais un côté aussi qui peut être très pervers ou difficile, non? Tout être humain peut être quelqu'un d'incroyable et quelqu'un d'horrible. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi dans la nature, non? Des fois, on se demande, quand on entend, par exemple, que quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, et tout le monde dit, mais il était quelqu'un d'incroyable, et tu sais comment il peut arriver à faire ça. C'est ça, c'est qu'on a tous à l'intérieur de nous toutes les possibilités et tout peut arriver. Mais l'éducation, je pense, et la culture, c'est des choses très importantes justement pour créer des sociétés où les gens peuvent réussir à aussi dominer les différentes facettes qui peuvent être aussi des facettes pas fantastiques. Mais dans les spectacles que j'ai fait avec Maria Alexandrova, c'est un duo de femmes dans lequel on explore justement à travers la mythologie féminine tous ces deux côtés de la femme, les blancs et les noirs, les yin et les yang. Non? Et c'est un spectacle très beau parce que justement, c'est très rare de voir un spectacle où deux femmes dansent ensemble. C'est rarissime. Et justement, on danse ensemble autant que danseuse, mais aussi autant qu'être humain. Donc, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il y a juste deux corps qui dansent ensemble, qui s'entendent et qui se touchent et qui voyagent ensemble. Voilà. Vous parliez de pulsions archaïques tout à l'heure. Est-ce que vous avez été déjà traversé de colère quasiment démoniaque ou très puissante dans votre vie? Je ne suis pas colérique, mais si je sens que je dois lutter pour quelque chose de très fort, je suis prêt à le faire. Je n'en doute pas. Est-ce que vous dansez avec vos émotions? Enfin, quand vous avez des émotions fortes, est-ce que ça vous fait bondir de votre chaise et danser? Je danse avec les émotions, bien sûr, parce que la danse, si on n'a pas les émotions, ça ne veut absolument rien dire. Et la technique, pour moi, n'est pas intéressante s'il n'y a pas une émotion derrière. Le problème avec la danse, c'est que si on ne dépasse pas la technique, on ne peut pas voir les émotions. Donc, pour arriver vraiment à danser avec tout ce qui est ces choses qui doivent sortir de nous quand on danse et de l'intérieur et provoquer justement toutes les sensations incroyables qui vont surgir dans les mouvements, on doit passer 10 ans de notre vie à étudier la danse. Et c'est comme un médecin qui doit faire beaucoup d'années d'université. Nous, notre université, c'est vraiment des années d'études. Tant qu'on n'a pas dépassé toutes les limites de la technique, notre corps n'est pas libre. Donc, on ne peut pas interpréter. Et un danseur qui n'est pas techniquement fort, désolé, il ne sera pas non plus très incroyable au niveau de l'émotion parce qu'il ne va pas pouvoir être libre. La liberté vient vraiment quand on dépasse la technique. Et c'est à ce moment-là que tu fais ce que tu veux avec ton corps. Et quand on arrive à ça, c'est fantastique. Vraiment, ça, je ne peux pas expliquer la sensation, mais quand tu sors dans une scène et que tu vas danser et que tu sais, que tu es sûr de toi, que tu as dépassé tous les problèmes techniques, que ton corps il va voler pendant 1 heure et demie, que tu vas vivre
toutes ces émotions incroyables qui vont venir parce que la danse provoque beaucoup de choses. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque jour est différent. Tu ne sais pas ce que tu vas ressentir non plus quand tu arrives à la scène et que tu vas danser. Et des fois, toi-même, tu rentres dans un monde incroyable, tu vas vivre des choses très fortes que tu n'attends même pas de toi. Parce qu'ils vont sortir, ils vont te surprendre, non? C'est très difficile à expliquer, mais chaque jour, chaque spectacle est comme un monde nouveau qui s'ouvre pour nous, autant que danseurs, mais aussi pour les gens qui sont devant. Et ça, c'est merveilleux. Mais pour ça, vraiment, tu dois être tellement sûr de toi. Tu dois connaître ta chorégraphie par cœur, avoir répété des millions de fois, connaître les pas, pour que tous les mécanismes soient naturels et que tu peux vraiment prendre du plaisir à danser. Est-ce que vous avez eu le souvenir d'un moment de transe libératrice? Beaucoup. J'ai des millions de trans libératrices. J'ai presque un trans à chaque fois que je danse. Et justement, c'est ça qui fait que je ne peux pas vivre sans danser parce que c'est comme un médicament presque. Si je danse pas, j'ai la sensation que les problèmes s'accumulent, que mon énergie ne sait pas où aller, que je n'arrive pas à gérer bien les choses. Donc, quand je danse, je vois tout plus clair, je suis plus posée, je sais exactement qu'est-ce que je dois prendre comme décision. Je pense, chacun trouve sa manière de faire ça dans la vie, hein, parce qu'il y a des gens qui font du yoga, des gens qui font des sports, des gens qui trouvent ça juste peut-être en écoutant la musique. Et on a tous cette chose qui fait que nos esprits se calment et qu'on a le temps et l'énergie nécessaire pour réfléchir aussi. Moi, je réfléchis quand je danse. C'est le moment où toutes les choses se mettent presque en place dans ma tête. C'est peut-être ce qu'on appelle la méditation aussi, non? C'est pour moi, danser, c'est comme une méditation. Je ne pourrais jamais m'arrêter de danser. Vous dansez tous les jours? Je danse, oui, je ne peux pas m'arrêter. C'est terrible, hein? Je ne peux pas. Je pensais qu'avec l'âge, j'allais m'arrêter, mais je ne peux pas. Et je danse toujours, n'importe où je suis. Même si je suis dans ma chambre d'hôtel, je danse. Je suis chez moi, je danse. Je suis dans le studio avec les danseurs, je danse. Je m'entraîne, j'ai besoin de ça. Même si à un moment donné, je suis plus sur scène, c'est pas grave. Je continuerai à danser. Quand je sors les soirs dans une fête, je m'éclate, je danse. Il faut que je danse. Vous avez dirigé Beyoncé. Quel type de puissance et de sensualité dégage-t-elle? Énorme. Elle a une puissance incroyable et une sensualité incroyable. C'est une femme qui connaît très très bien qui elle est. Elle est très très sûre d'elle et elle est très professionnelle. Donc c'est très facile de travailler avec elle parce que tous les mouvements, elle prend tout de suite. Elle est très travailleuse. Elle va aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'il faut faire. Et s'il faut répéter 5 heures, elle va répéter 5 heures, mais elle ne va pas lâcher. Et ça, c'est incroyable. Et une fois qu'elle a compris et qu'elle est sûre, justement, parce qu'elle a les mouvements dans son corps, quand on dit action, parce qu'on va filmer, ou quand elle est sur scène, c'est quelqu'un qui sait exactement quelle attitude elle doit prendre, comment elle doit être dans la lumière, où est-ce qu'elle doit regarder. Enfin, elle est très professionnelle et ça fait vraiment plaisir de travailler. Encore une fois, c'est cette liberté qu'on arrive à avoir quand on a vraiment beaucoup travaillé et dépassé tous les limites de l'apprentissage, disons, non? La danse, c'est aussi le fait de se frôler, danser à deux, se toucher, se caresser, s'électriser. Danser à deux, c'est pas un peu faire l'amour aussi? Ah oui, et c'est une manière de faire l'amour, mais disons que par exemple, quand nous, on danse, qu'on travaille et qu'on est en couple, qu'on répète et qu'on répète, on est dans le travail. On ne voit pas le corps comme une chose sexuelle. Moi, je suis avec un danseur, on ne travaille pas de deux. On a zéro relation sexuelle, il y a rien de tout ça. On est juste dans le travail. Et 1, 2, 3, 4, et tu me prends là, et mets la main, non, mets la main ici, parce que c'est mieux. Ah non, là, ça me fait mal, tu me portes comme ça. On est vraiment dans le travail, non? Et c'est juste après, voilà, encore une fois, quand on arrive sur scène, qu'on va danser ensemble, que ce travail qu'on a fait pendant tout ce temps va dégager une sensualité, une émotion qui va créer tous ces rêves. Mais ça vient parce qu'on a dépassé encore tous les travails, parce qu'il y a l'émotion que nous, comment on va interpréter ça, non? Mais après, là où par contre, on peut avoir une vraie sensation de sensualité, où on peut vraiment draguer et s'amuser beaucoup, c'est par exemple quand on va dans une soirée, on sort la nuit et on voit quelqu'un qui nous attire et d'un coup on va se trouver à danser ensemble. Là oui, là il y a un potentiel incroyable
d'échange, justement d'attirer quelqu'un par les mouvements, de draguer et d'arriver vraiment à une puissance sexuelle très forte. Et ça arrive tout le temps dans les boîtes, on voit bien, non? Quand les gens ils se mettent à danser devant quelqu'un et que tu vois qu'il y a quelque chose, il y a les feux qui passent, non? Entre un couple qui se regarde, qui danse ensemble. Et j'adore par exemple dans les danses latines, non? La salsa, le merengue et tout ça, quand on est corps à corps, qu'on danse et qu'on est avec quelqu'un qui nous séduit, alors ça c'est extraordinaire. Là il y a waouh, non? La danse c'est magnifique. Et toutes les danses des couples peut être très fortes justement pour tout ce qui est vraiment de la drague, non? Et qu'est-ce qu'il a de singulier pour vous, cet érotisme de la danse? C'est les corps. Faire l'amour, c'est les corps, non? La danse réveille aussi tous les sens, non? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, notre corps. Parce que le corps est un instrument aussi pour l'amour. Hein. Vous dites dans une interview, le corps nu, c'est ce que je préfère. Le désir, c'est un moteur puissant pour vous? Je préfère pourquoi les corps nus? Parce que le corps, c'est mon instrument de travail, c'est mon pinceau. Moi, je dessine avec le corps. Quand je travaille dans les studios, moi, j'ai que les corps devant moi, donc je compose comme si j'ai travaillé un tableau ou quelque chose. Donc, et il y a des fois où, quand je commence une chorégraphie, je la vois habillée, et je me dis, ça serait bien avec, par exemple, un tissu ou un pantalon. Mais il y a des fois où, quand je travaille en chorégraphie, je ne peux imaginer quelque chose qui va couvrir ce corps, parce que les dessins et les mouvements et le corps est tellement beau. Le corps, je trouve que c'est d'une beauté extraordinaire. Et tous les corps, hein, j'ai la chance, bien sûr, d'avoir des corps fantastiques devant moi toute la journée, parce que j'ai les danseurs qui ont des corps qui sont dessinés tellement beaux, avec ces muscles fins, longs, et les filles incroyables, les garçons incroyables, tous ces corps parfaits presque, non? Qui sont en plus très puissants. Mais j'aime beaucoup aussi tous les corps de toutes les formes, petits, grands, de trouver qu'il y a toute cette diversité dans les corps, et magnifique, parce que finalement c'est des jambes, des bras, un torse, une tête, mais comment c'est possible qu'il y a tellement de millions, à l'infini, de formes différentes? Et c'est extraordinaire, non? J'adore les corps. C'est vrai que le féminisme historique était plutôt un féminisme mental, cérébral, et aujourd'hui on voit de plus en plus un néo-féminisme qui s'incarne dans le corps. Est-ce que vous le percevez aussi? Oui, parce qu'avant, on pensait que les femmes féministes devaient être juste des femmes comme ça, un peu militantes et pas très belles. Et le féminisme est tout, c'est aussi les hommes. Pour moi, les hommes sont féministes aussi. Beaucoup d'hommes, moi, je suis entouré des hommes merveilleux, des hommes qui sont autant féministes que je peux l'être, parce qu'ils croient aux femmes, parce qu'ils aiment les femmes, parce qu'ils respectent les femmes. Ça, c'est le féminisme pour moi aujourd'hui. C'est l'ensemble des gens qui ont un amour pour la femme, autant qu'on peut avoir un amour pour les hommes et qu'on respecte vraiment qui on est autant qu'être. Et cette femme des féministes aujourd'hui, c'est toutes les femmes et de toutes les formes possibles, de toutes les cultures possibles, et ça n'a rien à voir avec un look ou un autre. Donc on peut être très très belle avec les talons et blonde et super sexy et être féministe, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a un look ou un autre qu'on est moins ou plus féministe. En quoi la danse, ça pourrait aider les femmes actives modernes d'aujourd'hui à avoir plus de puissance, plus d'empowerment, plus de confiance en elles? En dansant, il faut juste aller danser. Si une femme ne se sent pas assez sûre d'elle, je pense qu'une des choses qu'elle peut faire, c'est justement un sport, ou aller danser, prendre des cours de danse. Moi, je préfère la danse parce que c'est beaucoup plus dynamique, parce qu'on ne répète pas les mêmes choses tous les jours, mais le plus important, c'est de trouver qu'est-ce qui marche pour toi, pour être heureuse. C'est sûr qu'il faut une activité physique dans la vie. Par exemple, qu'on va prendre un cours de danse ou qu'on va aller danser une soirée entière. C'est un moment pour toi. C'est un moment de ta journée qui t'appartient et qui va te donner aussi cette relation avec toi-même qui est très importante. Non? On ne peut pas être tout le temps dans le travail, à faire des choses pour les autres, à s'occuper de tout le monde si on n'a pas ces moments qui est important pour nous-mêmes. Non? C'est un moment d'égoïsme assumé. Oui, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, par le travail, par les enfants, par la vie qu'elles ont, n'arrivent plus à trouver ces moments pour elles. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de les trouver. Il faut vraiment essayer de les trouver parce que ça peut vraiment beaucoup aider. Nietzsche disait
Il faut avoir une musique à soi pour faire danser le monde. Et vous, Blancali, quelle est votre musique intérieure? Je pense que ma musique intérieure, c'est mon cœur et les rythmes de mon cœur. Parce que je me rends compte que quand je danse sans musique, je suis ce rythme-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit peut-être tout savoir. C'est un rythme naturel qui est à l'intérieur de nous. Et j'ai remarqué plusieurs fois que ça va vraiment avec le rythme de mes battements de cœur. Vous dansez au diapason avec votre cœur. Oui, c'est drôle, c'est mon cœur qui marque mon rythme. Merci Blancali. Merci. Dansez à votre tour avec Blancali en courant voir Solstice, qui revient au Théâtre National de Chaillot du 8 au 15 novembre. Je suis Dalila Kershouch et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast, iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, @MadameFigaro et sur Instagram, @MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Média. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs. Ce podcast nommé Désir vous a été présenté par Yves Saint-Laurent Beauté, qui parle aux femmes. Ces femmes qui revendiquent tous leurs désirs. Celui d'être belle, celui d'être forte, d'être différente, extrême, subversive.